La chute de l'Empire romain d'Occident est un thème central de cette chaîne, et donc je suis toujours super intéressé par chaque petit détail sur les circonstances exactes de la chute, et j'espère que vous l'êtes aussi. Historiquement, cette chute a été placée en 476 après Jésus-Christ, une date qui n'avait que peu de signification réelle pour les Romains de cette époque. La vie a continué comme si rien ne s'était passé lorsque Odoacre a pris le pouvoir. Et certaines choses se sont même améliorées, surtout plus tard dans le royaume des Ostrogoths, lorsque Rome a même réussi à se rétablir dans une certaine mesure. Nous savons bien sûr que Oreste et son frère Paulus ont activement combattu contre Odoacre, mais ont tous deux été renversés par l'armée germanique plus nombreuse d'Odoacre, et nous savons aussi que Romulus Augustus, l'empereur enfant usurpateur, fils d'Oreste, qui occupait le trône, n'était certainement pas très content de la rébellion d'Odoacre lorsqu'il a été contraint d'abdiquer. Mais ce qui est souvent oublié, c'est que peu de temps après 476, il y avait deux hommes en Italie qui ont activement essayé de renverser Odoacre. C'est au début de septembre 476 que les dernières garnisons romaines ont été vaincues, et Odoacre a pu prendre Ravenne avec sa bande de soldats mercenaires germaniques. Romulus Augustus a été déposé et envoyé à la retraite au Castellum Lucullalum, où il vivrait activement pendant encore quelques décennies, et il fonderait même plus tard un monastère. Fascinant, et cela est souvent négligé, Romulus était un usurpateur, mis sur le trône par son père Flavius Oreste. Romulus Augustus occidental était un homme du peuple. L'empereur romain était pendant ce temps Julius Nepos, qui avait fui en Dalmatie lorsque Oreste s'était rebellé contre lui. Nous pourrions maintenant penser que le Sénat de Rome était uni derrière Romulus Augustus contre l'envahisseur barbare Odoacre. Mais en fait, à la surprise de beaucoup, le Sénat de Rome n'était pas vraiment enthousiaste à propos de Romulus Augustus. Pour eux, c'était juste un autre des nombreux usurpateurs illégitimes qui avaient pris le trône romain par la force, ignorant complètement les souhaits du Sénat et de l'empereur romain d'Orient. Comme cela s'était si souvent produit au cours du 5e siècle, le règne de Romulus, ou plutôt le règne de son père Oreste, qui détenait le titre de Magister Militum, maître des soldats, n'était pas reconnu par le Sénat de Rome, ni par l'empereur à Constantinople. Julius Nepos était toujours l'empereur romain d'Occident officiellement reconnu. Et donc, lorsque Odoacre s'est rebellé contre Oreste, combattant contre les dernières garnisons romaines qui étaient encore sous contrôle impérial, le Sénat a en fait étonnamment pris le parti d'Odoacre. Oui, les sénateurs de l'ancienne, vénérable ville prenant effectivement parti dans leur majorité pour un barbare germanique, comme beaucoup l'auraient vu, plutôt qu'un empereur romain d'Occident. Malgré des mois de lutte, le Sénat de Rome restait sous contrôle impérial. Odoacre, avec son armée de mercenaires germaniques bien plus importante, a prévalu sur Oreste et son frère Paulus, prenant à la fois Plaisance et Ravenne après de durs combats, et déposant promptement Romulus Auguste. Cette date, le 4 septembre 476 après Jésus-Christ, a classiquement été considérée comme la chute de l'Empire romain d'Occident, une idée promue d'abord par Marcellinus Commus, un écrivain romain d'Orient des années 530 après Jésus-Christ, bien sûr, beaucoup plus célébrement. À la fin du XVIIIe siècle par Edward Gibbon, dans son œuvre monumentale « La déclin et la chute de l'Empire romain », une idée qui s'est avérée si forte qu'encore aujourd'hui, elle est enseignée dans les écoles comme la date de la chute de l'Empire romain. Les téléspectateurs de cette chaîne savent que cette notion n'est pas précise. Ni Rome elle-même n'est tombée à cette date, ni l'Empire romain n'a pris fin. En fait, l'Empire romain d'Orient a même prospéré au cours des 100 prochaines années, et le chef germanique Odoacer a accepté, du moins formellement, qu'il était un subordonné à la fois de l'empereur romain occidental légitime Julius Nepos et de l'empereur romain oriental Zénon à Constantinople. Et dans la ville de Rome, pratiquement rien n'a changé en 476 après Jésus-Christ. Lorsque Julius Nepos a été assassiné par deux de ses propres officiers, un sort qui est malheureusement arrivé à tant d'autres empereurs avant lui, Odoacer a même formellement accepté l'empereur romain d'Orient Zénon comme son successeur. Mais le coup d'état d'Odoacer était-il vraiment si facile? Y avait-il vraiment si peu d'opposition contre lui, comme on l'enseigne souvent dans les livres d'histoire?
Ou était-il en réalité beaucoup plus difficile pour Odoacer de rester au pouvoir une fois qu'il a pris le contrôle? Et savez-vous ce qui aurait été également très difficile pour Odoacer? La programmation. Odoacer doit sans doute se retourner dans sa tombe, mais écoutez-moi, car cela pourrait captiver les fans d'histoire romaine. Pourquoi? C'est simple. Il existe une méthode pour apprendre la programmation de manière ludique et rentable, pouvant vous rapporter des deniers, voire des solidis. Selon Stack Overflow, le salaire médian des développeurs back-end aux États-Unis en 2023 était de plus de 100 000 $ par an médian. En tant que programmeur, vous pouvez généralement travailler à distance, ce qui vous permet de visionner des vidéos sur la fin de l'Empire romain simultanément. Et qui n'aimerait pas ça? Selon Boot.dev, la meilleure façon d'apprendre la programmation est de ne jamais s'ennuyer. Vous gagnerez des points d'expérience, comme dans un jeu de RPG, débloquerez des succès et accomplirez des quêtes, et vous pourrez même grimper les rangs d'un classement mondial. En gros, comme un jeu dans la vraie vie. Mais vous pouvez gagner de l'argent sérieux grâce à vos nouvelles compétences. Même le vieux Rikima ne dirait pas non à ça. La plateforme est conçue pour vous faire écrire beaucoup de code, car mettre les mains sur le clavier et livrer des projets est le seul moyen d'apprendre vraiment la programmation. Vous apprendrez le développement web back-end de A à Z dans les langages de programmation Python et Go. Boot.dev est entièrement en ligne, à votre propre rythme, et cela ressemble vraiment à un jeu RPG captivant avec des réalisations très motivantes chaque fois que vous montez de niveau. Si vous avez des questions, la communauté Discord de Boot.dev est très active, et là pour vous aider si jamais vous êtes bloqué sur vos défis de codage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je l'ai testé, c'est amusant et facile à apprendre, surtout pour un débutant en programmation comme moi. Alors cliquez sur le lien dans la description et utilisez mon code Majorianos pour obtenir 25% de réduction sur votre premier paiement pour Boot.dev. C'est 25% de réduction sur votre premier mois ou première année, selon l'abonnement que vous choisissez. Alors apprenez la programmation avec Boot.dev et mettez à profit vos nouvelles compétences. Revenons donc au début du règne d'Uduakar. Il s'avère qu'il y a eu en réalité des rébellions contre lui, qui ne sont souvent mentionnées nulle part. Nous savons par exemple que le 11 juillet 477, un certain Comis Brachila a été tué par Uduakar parce que Brachila avait osé se rebeller contre Uduakar. Fait intéressant, ce certain Brachila semble être d'origine germanique, comme l'indique son nom à consonance germanique. Je ne suis pas sûr de sa véracité. C'est intriguant car il était un comice, sans doute un comice rei militaris, un commandant militaire en substance. Nous ne savons pas s'il y a eu une bataille, car la source de cette information, Jordanès, nous dit simplement qu'Uduakar a tué Comis Brachila pour instiller la peur chez les Romains. C'est étrange, car comme nous l'avons dit, ce Brachila ne semble pas être un Romain. Alors pourquoi instiller la peur chez les Romains? Peut-être que Brachila avait le soutien secret. Peut-être que le Sénat n'était pas très satisfait après tout d'Uduakar et a choisi de se ranger du côté de Comis Brachila, espérant qu'il renverserait Uduakar. Mais Uduakar a gagné, et a ensuite fait tuer Brachila, pour envoyer un signal à tous ceux qui voudraient usurper le pouvoir. On peut supposer que certainement aussi parmi les Romains, il y avait probablement beaucoup qui envisageaient de monter une sorte d'armée privée, et de se proclamer nouveaux empereurs romains de l'Ouest, et de renverser Uduakar. Mais en envoyant ce message clair et très brutal, Uduakar voulait probablement mettre fin à de telles pensées avant même qu'elles n'aillent en nulle part. Et nous savons certainement que beaucoup de Romains avaient effectivement de telles idées, comme l'ont montré de manière impressionnante 2 rébellions sous la direction des Romains en Espagne wisigothique. Nous connaissons en fait 2 usurpateurs romains qui voulaient restaurer l'Empire romain occidental, revendiquant l'autorité impériale en Espagne wisigothique. 2 rébellions menées par des Romains en Espagne wisigothique prouvent que ces derniers détenaient certaines idées. Un gouverneur romain, Burdunellus, s'est rebellé en 496 après Jésus-Christ, et un autre, Pétrus, a fait de même en 506 après Jésus-Christ. Les 2 rébellions ont échoué, et les 2 prétendants à l'Empire romain ont connu une fin brutale. Mais nous verrons dans les prochaines vidéos, où je parlerai également plus en détail de Burdunellus et des tentatives de rébellion de Pétrus, que l'idée de restaurer l'Empire romain d'Occident resterait vivante pendant de nombreuses années encore, surtout parmi la population romaine native, et surtout parmi ceux qui étaient assez âgés pour se souvenir encore des jours de gloire de Majorien ou d'Aetius,
lorsque les Romains parvenaient encore à remporter des victoires impressionnantes contre les tribus germaniques. Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux encore continuer cette chaîne, car comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas exactement un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Merci beaucoup. Intéressamment, le message brutal d'Odoacer et sa tentative d'insuffler la peur dans le cœur des Romains a échoué lamentablement. Parce que, assez hilarant, un peu plus d'un an plus tard, un autre nommé Adaric s'est rebellé en novembre 478 contre Odoacer. Et comme auparavant, le nom Adaric suggère que cette deuxième rébellion est encore venue des Germaniques et non des Romains. Jordanes, la seule source que nous avons de cela, se réfère à Adaric non pas comme mais comme vir nobilis, comme un noble. Donc cette deuxième tentative d'usurpation ne venait pas de l'armée d'Odoacer, mais probablement d'un germanique romanisé qui revendiquait une sorte de noblesse. Odoacer a de nouveau gagné. Et encore une fois, nous ne savons pas s'il y a eu des combats entre les partisans d'Adaric et ceux d'Odoacer. Mais nous savons seulement que Odoacer a gagné et a fait tuer Adaric. Et pas seulement Adaric, mais aussi toute la famille d'Adaric. Cela montre à quel point Odoacer était brutal. Nous ne devrions jamais oublier qu'au fond, Odoacer était en quelque sorte un véritable héros, un tyran brutal. Et il connaîtrait le même sort des années plus tard, lorsqu'il fut lui-même brutalement tué par nul autre que Théodoric, lors d'un prétendu banquet de réconciliation en 493 après Jésus-Christ. C'est très souvent le sort des personnes violentes, en ce qu'elles récoltent elles-mêmes souvent ce qu'elles sèment. Ainsi, Odoacre a dû faire face à deux rébellions en peu de temps, en 477 et 478 après Jésus-Christ. D'abord, l'étonnante rébellion d'Adaric. D'abord, nous voyons qu'il n'était pas aussi invincible que certains le pensent, et sa position était vraiment très précaire au début de son règne. Ensuite, nous voyons qu'il y avait effectivement des gens qui s'opposaient à son règne, et certains d'entre eux se sont peut-être même rangés du côté des Romains. En fait, je ne serais pas surpris si le Sénat de Rome, ou du moins des éléments du Sénat, avait secrètement conspiré avec Adaric ou Brachila, ou les deux, contre Odoacer, afin de garder Holmes seul, tout en prétendant officiellement, du moins en apparence, le soutenir. L'absence d'usurpateurs romains est également très remarquable, surtout si l'on considère que nous avons vu des usurpateurs romains peu de temps après, en Espagne, et pas seulement un, mais deux d'entre eux. Peut-être que le Sénat, en fait, a eu des réunions secrètes avec Iulius Nepos. Il est certain que le Sénat s'est réuni avec l'empereur Tsieinou à Constantinople contre elle. Julius Nepos a également envoyé des émissaires à Zénon, lui demandant de l'aide, afin de reprendre le pouvoir en Italie et de restaurer la domination romaine. Cependant, Zénon faisait face à des rébellions constantes de Basiliscus, de Marcian, fils d'Anthemius, et plus tard d'Ilus, et donc Zénon n'était pas en position d'aider Népos. Si seulement l'empereur Léopyrque avait vécu quelques années de plus, je crois que Népos aurait pu envahir l'Italie avec l'aide des Romains de l'Est et vaincre Odoacre, surtout en voyant les problèmes auxquels Odoacre a été confronté dans les premières années de son règne. Je peux imaginer que le Sénat de Rome a rencontré Julius Népos dans sa résidence, l'ancien palais de Dioclétien près de Salona, pour discuter de telles possibilités. Mais pour une telle opération, Népos avait besoin de l'aide de l'Est, malgré la faiblesse d'Odoacre. Nepo n'a pas pu vaincre Odoacre, donc il a dû quitter l'Italie. Odoacre a été tué en 480, peut-être, parce qu'il envisageait de reprendre l'Italie, ce que ses officiers mercenaires germaniques corrompus n'appréciaient probablement pas du tout, et ils ont donc peut-être décidé de mettre fin à de telles idées. J'ai aussi lu quelque part, et je ne me souviens plus où, alors prenez-le avec des pincettes, qu'Adaric ou Brachila ne voulaient pas qu'Odoacre bouleverse l'ancien ordre des choses, et qu'il voulait ne continuer à régner à travers des empereurs romains occidentaux marionnettes, comme Ricamer l'avait pratiqué avec Libius Severus et Glycerius. Il craignait que tôt ou tard, l'Empire romain d'Orient ne se fâche et décide d'attaquer, ce qui n'était pas une peur totalement infondée, comme le succès incroyable de Justinien et de son génie général Flavius Pelisarius,
l'enseignerait plus tard aux Vandales, aux Ostrogoths et aux Wisigoths. Tous ont subi de grandes défaites face à l'Empire romain d'Orient, mais ils n'étaient pas les seuls vaincus. Probablement, certains hommes d'Odoacer craignent que les Romains soient les seuls vaincus. Nous ne pouvons donc que spéculer sur ce qui se serait passé si Brachila ou Adaric avaient réussi à déposer Odoacer. Aurait-il régné à travers des empereurs romains marionnettes? Nepos aurait-il saisi l'occasion et envahi l'Italie? Nous voyons à nouveau que l'histoire n'a jamais été gravée dans la pierre. Rien n'était jamais certain. Le début du règne d'Odoacer était le premier à se concrétiser, risquant même d'être renversé et exécuté. Et ainsi, ces deux rébellions, d'abord celle de Comus Brachila, puis celle de Virnubilis Adaric, nous enseignent de manière impressionnante que certaines choses ne doivent pas être oubliées, car c'est souvent par pur hasard et chance que l'histoire s'est développée comme elle l'est maintenant. Et si seulement une petite chose avait dévié, le monde pourrait sembler très différent. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon, ou via une adhésion à YouTube, car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. C'est grâce aux incroyables mécènes et membres YouTube de cette chaîne que je peux continuer à réaliser des vidéos sur l'histoire romaine tardive. Sans leur soutien, je ne pourrais pas faire cela. Et donc, j'aimerais particulièrement remercier notre nouveau supporter Kaysar Tatrankaesk. Merci beaucoup Tatrankaesk pour avoir soutenu cette chaîne de manière si généreuse. Et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Et si vous voulez en savoir plus sur comment exactement Odoacer a réussi à vaincre Oreste et ce qui s'est passé lors des dernières semaines de l'Empire romain d'Occident, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur à quoi ressemblait la ville de Rome en 476 après Jésus-Christ, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias tibiago et benevalet.